Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième vidéo dans la playlist Le design d'un jeu. Dans ce vidéo, on va voir ce qu'on appelle le crunch final, qu'on peut appeler aussi, j'ai parlé dans le dernier vidéo du fucking 1%. Euh, c'est le wrap-up, c'est la complétion de tout ça, là, les dernières étapes. Et bon, comme les derniers milles dans une course, là, puis qu'on y était soufflé, là, puis qu'on commence à cracher du sang, là, ça ressemble à ça là, un peu là, dans le design d'un jeu. Là, euh, si vous pensez que c'est rushant là, quand vous êtes dans le rushant puis plate un peu là, quand vous êtes dans le bout de playtesting puis développement, là, attendez de voir qu'est-ce qui se passe à la fin. Je ne vais pas décourager personne. Encore là, le but de la playlist, c'est de vous donner l'heure juste. Là. Mais bon, on va voir là, ce qui vous attend là, dans les derniers milles. Fait que là, d'abord, à ce stade-ci, normalement, au niveau du jeu, tout est prêt. C'est-à-dire que là, vous êtes sur le point là, d'être matché avec votre artiste ou votre graphiste. Puis à cette étape-là, il ne faut plus que le jeu il bouge. Là. Idéalement, là, l'artiste, lui, il met ça beau. Là. Imaginez je sais pas, le peintre dans la maison là, qui commence à peindre un mur. Là, puis là, sais-tu quoi finalement? Non, on va l'abattre, ce mur-là. Puis là, c'est plus le temps de commencer à gosser avec ça. Là. C'est la recette du trouble, c'est de continuer de taponner dans votre jeu alors que votre artiste a les deux mains dedans. Parce que c'est un intervenant additionnel qui va commencer lui aussi à travailler sur des fichiers on the side. Puis là, si par exemple votre livre de règles est encore en train de bouger un petit peu puis de changer un petit peu, alors que l'artiste est en train d'en faire le layout, là, et si bol, ça ira pas bien tout à l'heure. Là. Fait que l'artiste, c'est un autre acteur extrêmement important dans cette histoire-là. Sur qui allez-vous tomber? Là, ça, c'est l'autre histoire parce que vous n'avez pas toujours le choix. La plupart des maisons d'édition ont leur pool d'artistes, si on veut, qui travaillent pour eux autres. Compass en ont, GMT en ont. C'est des artistes freelance à qui ils font appel. C'est pas des artistes qui sont sur le payroll de la maison d'édition qui travaillent à temps plein pour eux autres, mais c'est une banque d'artistes, on va le dire de même, là, qui peuvent solliciter là, quand un jeu est rendu à cette étape-là. Puis là, il y a des artistes qui vont déjà être engagés envers certains jeux, fait que là, ils seront pas disponibles. Fait que bref, là, il y a une espèce de boulier, là. Puis là, vous savez pas trop, là, à un moment donné, la maison d'édition va vous annoncer, bon, on va vous matcher avec un tel. C'est comme tous les autres intervenants dans cette business-là, l'artiste roule pas sur l'or, là. Fait que c'est sans surprise, là, souvent, il va accepter de faire ça. Habituellement, les artistes sont gamers un petit peu, là, fait que genre, ils acceptent de faire ces jobs-là pour un petit peu moins cher que de travailler sur des hosties de pamphlets plates là, tu sais, du gouvernement là, ou de ministère X, Y, Z. Comme Marc Rodrigue me contait, quand il accepte entre guillemets une gig pour du design de jeu, c'est pas du tout le même prix là, que quand il accepte de quoi là, d'un organisme là, qui lui demande de faire un visuel, là, admettons, pour son site web ou des documents officiels ou quelque chose de même, ou un logo, peu importe. Là. Ça n'a rien à voir. Là. Ça, comme tout le reste, là, on fait ça comme sideline parce qu'on aime ça. Un vrai bon artiste va s'investir, va jouer au jeu, va poser des questions, va donner des choix, puis va bien versionner ses trucs. Ça, c'est toutes des qualités d'un artiste, même si c'est pas long, même si c'est pas payé super cher. Un vrai bon artiste professionnel, donc, je répète, va s'investir à fond. Idéalement, il va jouer au jeu, si avant de tomber, bon ben, c'est ça qui a de l'air ton plateau, je vais le redipper, là, puis je vais mettre ça beau. Idéalement, là, ça veut pas dire qu'il faut qu'il playtest comme un malade, là, mais tu sais, de jouer une game ou deux par Vassal, par TTS, ou avec du print and play, c'est un petit peu plus rare, là, mais bref, ça va lui permettre de mieux comprendre l'ergonomie du jeu, quelles sont les actions qu'on fait souvent, quels sont les tracks qui sont utilisés plus souvent que d'autres. Il va poser des questions, va être curieux, va vous arriver justement, là, hey, pour tes cartes, et voici, mettons, trois exemples de layout que j'avais pensé, lequel tu préfères. Puis là, après ça, j'aime pas celui-là, ces deux-là, j'hésite, mais ça me gosse. Ok, en voici deux autres versions. Tu sais, encore là, un bon artiste va faire ça avec tous ses clients, incluant vous autres. Puis un bon artiste va faire attention à nasty à ses fichiers, puis va versionner ses trucs pour s'assurer là, qu'on ne repart pas d'une vieille cochonnerie ou d'un vieux fichier, là, puis qu'on traque vraiment nos changements à mesure qu'on avance. Là, parce que c'est une job débile de s'assurer là, que, qu'on a toujours les dernières versions des documents sur lesquels travailler. Fait que les mauvais artistes, c'est le contraire, ils communiquent pas ou ils communiquent peu. Ils font des erreurs,
beaucoup d'erreurs. Ils font aussi ce qu'on appelle, ça c'est très fréquent, des erreurs de régression. C'est-à-dire qu'ils vont vous envoyer à un moment donné le board, puis vous y aviez demandé une courbe de changement, fait qu'ils vous envoient le board, vous checkez, les changements sont là. Chris, il y a de quoi qui a changé ici, en bas à gauche, puis vous aviez même pas demandé ça. Comment ça, tu sais, puis qu'est-ce qui est arrivé, tu sais. Puis là, ça, vous allez devenir paranoïaque, puis vous allez freaker, là, toutes les fois que vous allez recevoir des, des, de- des épreuves, des esquisses, là, vous allez tout checker partout, parce que là, vous savez pas, là, même si vous avez demandé à l'artiste de taponner ici, vous savez pas s'il a changé de quoi là. Puis les mauvais artistes, ça paraît, on voit qu'ils veulent se débarrasser. Fait que c'est une job qui un peu moins payante. Fait que puis ils sont payés à la job et non pas de l'heure. Fait qu'ils veulent se débarrasser. Puis souvent, comme on dit, le jupon dépasse et ça paraît. Fait que je rappelle là, que c'est extrêmement coûteux de changer des choses à ce stade-ci. Si jamais vous dites, ah ben là finalement, on n'a plus besoin de tel track, puis là, il faut redesigner le board complètement, là, ça c'est très mauvais. Fait que la maison d'édition, quelle qu'elle soit, là, va vraiment insister auprès de vous. T'es prête, là. T'es vraiment prête, là. Il n'y a plus rien qui va changer. Là. Vous allez peut-être trouver ça gossant, mais ils font ça pour votre bien. Parce qu'une fois que l'artiste embarque, là, on est sur l'autoroute, ou en tout cas le chemin de terre qui nous rend vers la fin du design. Là. J'ai changé de parallèle parce que c'est pas vraiment une autoroute parce qu'on roule pas très vite sur ce chemin-là, on roule bien tranquillement, fait que c'est plus un chemin de terre tout cabossé qu'il faut faire attention. En théorie, une fois que le graphiste a fini sa job, c'est terminé. C'est terminé parce que je rappelle que votre jeu au niveau mécanique, au niveau design, il est fini. Tout ce qui reste, c'est le rendre beau. Fait que dès que l'artiste a fini, normalement, game over. Et là, c'est c'est le bout qui va vous rendre fou. Là. Tu sais, on entend souvent l'expression là, je vais double checker, je vais triple checker. Ben, je ne sais pas comment ça se dit, là, mais vous allez centuple checker votre jeu à ce stade-ci. Là. Puis moi, je fais le parallèle un peu là, pour ceux qui se rappellent de l'école, de l'examen. Tu sais, là, il y en a qui freak là, un examen important, on le remplit, puis là, après ça, on révise. Puis là, quand on a fini de réviser, ah, se me rechecker une fois, puis là, une autre fois, puis là, une autre fois. Puis là, quand est-ce vraiment là, qu'on va aller remettre notre copie au professeur, là, puis qu'on va la laisser aller, puis qu'on va dire qu'on a fini. Là. Tu sais, on dirait que c'est cette séparation-là là, qu'on n'ose jamais faire. On sait que le jour qu'on donne le go, la minute qu'on donne le go, c'est fini, là. Le jeu part au printer et c'est terminé, là. Vous ne pouvez plus y toucher, là. C'est le bout qui est freakant qui va faire en sorte, là, vous allez faire une écœurante titre, là. Vous serez même plus capable de voir votre rulebook en peinture tellement que vous allez l'avoir lu, relu, re-relu. Vous allez regarder encore les counter sheets, les player aid, toujours à la recherche d'une autre typo. Puis à chaque fois que vous trouvez là, une petite typo, il manque un S ici, il manque un point à telle place, là, on dirait que le fait d'en avoir trouvé une, vous allez dire oh my god, ça fait 50 fois que je le lis, puis j'avais jamais vu cette typo-là. Il y en a combien d'autres que j'ai pas vu? Puis là, vous allez relire, relire, relire. En tout cas, si vous êtes perfectionniste comme moi, c'est ce que vous allez faire. C'est l'autre parallèle, c'est un peu comme lâcher votre kid en vélo, là. Tu sais, une fois que vous enlevez les petites roues d'appoint là, qui sont en arrière, là, puis là, vous courez en arrière, là, puis là, votre kid, il pédale, là, puis là, vous-même, vous devez vous convaincre, ceux qui ont déjà été dans cette situation-là, là, je vais le lâcher, puis ça se peut très bien qu'il crache, genre, une coupe de pied plus loin, là, que finalement, il perd l'équilibre, puis qu'il tombe. Mais à un moment donné, vous n'avez pas le choix, là, vous devez le lâcher, puis vous devez le laisser s'en aller dans la nature, là. Fait que la bonne nouvelle à ce stade-ci, c'est que si vous avez un bon designer, un bon développeur puis un bon graphiste, ben vous avez trois bonnes paires de yeux pour regarder ça. Imaginez un scénario où vous avez un designer, pas de développeur, puis un artiste qui s'en crisse puis qui veut juste se débarrasser. Ben là, vous avez une seule bonne paire d'yeux pour regarder ça. Et ça, c'est majeur, majeur, majeur. Si vous êtes dans cette situation, je vous encourage fortement à refaire appel une fois de plus à vos bons testeurs qui ont encore un peu de gaz dans la tank pour qu'eux autres mêmes puissent rechecker le matériel. Puis c'est ici qu'il y a beaucoup d'errata qui peuvent s'introduire, la mauvaise version de fichier, un changement de layout à la dernière minute. Parce que là, il faut dire que votre rulebook est peut-être en Word, un peu tout croche, puis vous vous en foutiez, là. Mais là, tu sais, l'artiste met ça sur deux colonnes. Puis là, tu sais, vous allez avoir une affaire aussi cave que ça va être écrit, tu sais, genre voir page suivante. Puis là, en fait, l'artiste, en refaisant le design, il a réussi à mettre l'image sur la même page, tu sais. Fait que là, ce bout-là est pas,
est plus valide. Mais c'est pas majeur, c'est un errata mineur, mais c'est un errata pareil qui est introduit par des changements de layout. Les counter sheets aussi, vous allez pas mal capoter, parce qu'encore là, si vous faites ça dans Vassal, ça va très bien. En tout cas, une fois qu'on a la twist dans Vassal puis dans TTS, on génère des counters ou des tokens, puis c'est super facile, puis recto, verso, puis envoyez donc. Là, si vous avez des counter sheets, avec l'effet miroir, le front, le back du counter sheet, fait que là, ce counter, son front est ici, son recto, son verso est là, est-ce que c'est la bonne affaire? Puis, si vous allez checker ça, là, une centaine de fois, c'est hallucinant. Puis dites-vous que le meilleur proofreading, les meilleures vérifications ne servent à rien. C'est ce que moi j'appelle le handoff et pas bon. Là. Vous devez vous assurer de checker encore là les dernières versions des fichiers. Vous devez vous assurer de checker ce qui va être envoyé au printer. C'est ça que vous voulez checker. Fait que vous allez avoir un espèce de dossier qui s'appelle final, mais qui n'est pas final dans le fond, là, qui est final, mais que vous êtes en train de checker. Puis là, là vous voyez un problème, vous recommuniquez avec l'artiste. L'artiste fait un changement et vous l'envoie. Après ça, il faut évidemment aller foirer le fichier dans la bonne place où est-ce que c'est écrit final, parce que c'est ça ultimement qui va partir à l'imprimante. Là. Je vous le dis, là, c'est à rendre fou, là, cette affaire-là. Là. L'éditeur va s'impliquer jusqu'à un certain point. Il n'est pas un spécialiste de votre jeu. Lui, il va beaucoup regarder l'aspect production. Fait que, bon, fait que là, au final, on a combien de cartes, on a combien de dés, euh, combien de player aid, combien de ci, combien de ça. Là, lui, il va commencer à se faire une tête là, pour un prix de vente puis tout ça. Là, GMT fait ça très, très tôt parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils mettent la page sur le P500 en précommande. Fait que déjà, ça leur prend un prix. Là. Fait que GMT va vous achaler dès le départ pour savoir, même tôt comme ça dans le design, ça peut être à peu près, là, mais vous pensez que vous allez avoir combien de cartes, un rulebook de combien de pages, combien de dés, combien de ci, des demandes spéciales, combien de counter sheets, si vous avez des trucs en bois, surtout ça les intéresse en sacrament, là, parce que ça change vraiment le prix. Là. Compass, ça pourrait se faire aussi tard que là, où est-ce qu'ils vont déterminer là, le prix de vente éventuellement du jeu. Là. Puis comme je disais, là, Mané, faut laisser aller le bébé, là, puis faut donner notre go. Puis là, j'en profite pour plugger là, une quote juteuse de Volko lui-même, le grand Volko, qui a déjà dit cette phrase-là, puis je pense que ça l'a frappé tous les designers, là. Un jeu n'est jamais terminé, il est publié. Fait qu'autrement dit, là, vous pourriez travailler sur votre jeu à l'infini. Un jeu, c'est jamais fini, c'est jamais terminé, on peut toujours l'améliorer. Fait qu'un jeu n'est jamais terminé, il est publié. À un moment donné, on prend le call, ben je le publie comme ça. Puis je pourrais peut-être encore tweaker, puis je pourrais peut-être encore tester. Mais là, à un moment donné, on le publie. Fait que ça part au printer, évidemment, quand une slot est disponible, je le rappelle, c'est pas parce que vous dites là, à Compass ou à GMT, hey, go, finalement, je suis prête là. Il pourrait se passer 3 mois, 6 mois que votre jeu reste dans l'espèce de limbo de là, il est dans la file d'attente des autres jeux de la maison d'édition, là, puis il attend son tour. Lire ici que des jeux peut-être plus populaires que le vôtre ou qui ont été prêts avant le vôtre attendent eux-mêmes leur tour pour aller à l'imprimante. Là, vous allez me dire, il y en a en crise pourtant des imprimantes en Chine, oui. Sauf que l'éditeur fait affaire avec un imprimeur en particulier qui lui aussi a son backlog, puis il y a d'autres clients à passer au travers. Là. Fait que c'est pas aussi simple que ça. Là. Il n'y a aucun éditeur qui peut se permettre là, d'en imprimer une quinzaine à la fois. Là. Fait que c'est long, l'attente est longue, même une fois que ça part au printer, c'était extrêmement long là, dans le monde d'aujourd'hui, là, c'est épouvantable. Là, puis là, le parallèle de l'examen est encore bon. Là, le professeur a votre examen entre vos mains, là, puis là, vous attendez votre note avec impatience. Là. Puis là, vous allez faire des cauchemars, vous allez vous réveiller en sueur là, en disant là, ah, si j'ai changé à la page 15 telle référence ou telle affaire là, depuis qu'on a fait tel changement. Là. Puis des fois, là, ça c'est quasiment se faire du mal. Là. Vous allez rouvrir vos PDF là, juste pour checker, là, puis pour être certain que c'est correct. Là. Ça, c'est à peu près l'équivalent de dire ah, la question 10, vous recheckez dans vos notes là, pour savoir si vous avez répondu C, puis en fait, la réponse c'était B. Là. Fait que c'est un peu, encore là, on vire fou pas mal pendant ce temps-là. Il y a ce qu'on appelle une advance copy qui est éventuellement envoyée à l'éditeur. Euh, une advance copy, c'est vraiment une copie. Dans le fond, l'imprimeur souvent va imprimer une copie, une vraie copie du jeu. Là, c'est pas la grosse copie en masse qui est startée souvent. Là. Une copie va être imprimée, puis une copie va être shippée là, exceptionnellement là,
Tu sais, là, vraiment, peut-être par airmail ou quelque chose de même, là, mais tu sais, une copie va être shippée beaucoup plus rapidement à l'éditeur. Puis là, l'éditeur va ouvrir ça, puis il va checker pour être certain, tu sais, bon, on a demandé tant de dés, les dés sont là, tout, 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 tout. Encore là, c'est un peu triste parce que l'éditeur, puis j'y reviendrai là, quand je parlerai de mes expériences personnelles, la Flagos qui est arrivée avec ça, puis Prelude to Revolution, mais je répète, l'éditeur, il ne connaît pas votre jeu en détail. Fait que lui, il va rouvrir la boîte. Bon, le rulebook est là. Supposé d'être 24 pages. Chez Beau, il y a 24 pages. Plateau, il est là. Au lieu d'avoir comme 140 cartes, ouais, il y en a bien 140. Mais c'est vraiment pas la meilleure personne pour faire ce check-là. Puis pourtant, en tout cas, avec Compass, c'est eux autres qui font ce check-là. À ce stade-ci, il est encore temps de flaguer des choses à l'imprimeur. C'est un peu ça l'idée de ça. Là. Puis là, après ça, ben, c'est la production de masse qui va starter, le nombre de copies qui étaient prévues au départ qui vont être imprimées. Là. Puis ça, comme je dis, là, c'est mis dans un container, puis c'est mis dans un gros crise de bateau qui avance bien tranquillement sur l'océan. Là. Fait que là, ça va être. Ça va prendre énormément de temps avant que ça se rende, puis là, ça doit accoster, ça doit être distribué, ça doit arriver chez l'éditeur. Bon, lui aussi, il y a peut-être d'autres jeux dans son entrepôt là, qu'il faut qu'il sorte plus vite. Fait que là, il y a toute une séquence à faire encore là. Là. À ce stade-ci, sachez que si jamais vous avez trouvé quelque chose de suffisamment significatif, vous avez l'option plate, comme Pass le fait souvent. Là. Vous avez l'option plate. Ben, en fait, c'est pas vous qui allez le faire, c'est l'éditeur qui va le faire, là, d'ouvrir toutes les boîtes, puis de mettre déjà une feuille d'errata dedans. Là. Ça peut être un métier très décrissant, là, comme on voit, là, mais c'est bien pour dire, le jeu n'a même pas commencé à être envoyé aux gens. Là, mais comme Compass Games, des fois, vous allez ouvrir certaines de leurs boîtes, puis il y a déjà une feuille avec l'errata, puis là, les gens ils se demandent, ben Chris, s'ils savaient qu'il y avait ces erreurs-là, comment ça qu'ils n'ont pas corrigé les affaires? Ben là, maintenant que vous comprenez que c'est des trucs qui ont été détectés parce que les gens ont continué de regarder les fichiers, ont peut-être même continué de jouer en ligne avec Vassal puis Tabletop Simulator. Les gens ont rapporté des affaires, mais là, il était trop tard. Le truc était déjà parti à l'imprimante. Puis ça a été fait à l'entrepôt de Compass Games quand ils ont reçu les copies, puis ils ont reshrinké les boîtes après. Comme designer, vous allez recevoir un certain nombre de copies pour vous-même officiellement. Puis bien souvent, là, vous allez avoir des copies de courtoisie que vous allez pouvoir distribuer. Alors profitez-en évidemment pour récompenser vos meilleurs testeurs, vos meilleurs proofreaders avec ça. Fait que ce nombre de copies-là, ça varie en fonction de la maison d'édition. Là. Il y en a qui sont plus flush que d'autres. C'est à ce stade-ci aussi que le développeur est payé. Là, c'est là qu'on considère vraiment là, le jeu est rendu, là, puis là, on est prêt à le distribuer. Là. Fait que si vous êtes développeur, c'est là que vous pouvez commencer à chaler pour avoir votre super chèque de 600-700 $ à peu près. Et il y a quelque chose que je trouve un peu triste. Normalement, ça devrait être un moment à chérir pour un designer. Tu sais, que vraiment, vous recevez votre première boîte, là, elle est dans le shrink, vous l'ouvrez tranquillement, là, puis là, tu sais, là, on regarde notre jeu, puis là, enfin, on reçoit le fruit de nos efforts. Là. Ça devrait être un moment mémorable. Hélas, souvent, comme on dit en bon québécois, là, vous allez chier une taque en ouvrant votre boîte. Parce que, bon, si vous êtes encore paranoïaque comme moi, là, votre premier réflexe, ce n'est pas un réflexe d'émerveillement, c'est un réflexe de dire est-ce que tout est correct dans la fucking boîte? OK? Fait que le premier unboxing que vous allez faire, là, ça va pas être un unboxing typique là, qu'on voit sur YouTube, là, où est-ce que la personne, oh, le beau rulebook. Vous autres, vous le savez très bien, qu'est-ce qui doit être dans la boîte, où est-ce que ça peut chier, fait que là, vous allez checker, ah, les cartes sont-tu là, les dés sont-tu là, les dés sont-tu corrects, Tu sais, là, c'est ça que vous allez faire. Là. Puis là, on dirait qu'une fois que ça c'est fait, puis que le stress initial est passé, là, on décompresse, puis on dit, OK, là, je peux l'apprécier. Mais on dirait qu'à l'origine, on n'est pas tout à fait capable de l'apprécier, là, à cause qu'on est trop nerveux, là. Dites-vous que ce qu'on appelle des living rules, puis un living playbook, là, c'est pratiquement obligatoire de nos jours, là. Euh, c'est pratiquement inévitable. Pas faire mon frais, là, mais Prelude to Rebellion est probablement un des seuls jeux de cette complexité-là là, qui a pas d'errata. Là. Mais c'est même les jeux les plus parfaits avec des designers hyper perfectionnistes pour toutes les raisons que j'ai parlé dans le vidéo. Là, ils se glissent des erreurs, c'est pratiquement inévitable. Ça va être la vitesse avec laquelle vous allez les adresser, l'humilité avec laquelle vous allez les adresser, puis le plus tôt possible de rendre disponible aux gens là, un document qui résume ce qui a été trouvé à date, là,
Puis une fois que vous avez accumulé suffisamment de feedback, là, de refaire peut-être une deuxième version du livre de règles en ligne là, qui intègre ces changements-là. Soyez fiers d'abord et avant tout. Puis là, le fun commence aussi, le support du jeu sur Board Game Geek, sur Consim World aussi peut-être, là, si c'est un jeu historique. Là. Je sais que dans le contrat de Compass Games, c'est vraiment écrit que dans les 2 premières années suivant la publication, le designer s'engage à répondre aux questions, ta 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 ta. Moi, j'en reviens pas qu'on soit obligé de dire ça de nos jours, là. Mais il semble que c'est notre fierté de voir les gens, tu sais, s'il y a beaucoup d'interactions, puis il y a beaucoup de posts sur BGG, là, ça veut au moins dire que des gens s'intéressent à votre jeu suffisamment pour y jouer, puis pour prendre la peine de poser des questions. C'est sûr qu'il y a des fatigants qui vont poser des questions, que la réponse est dans le rulebook, il faut être patient, faut être civil, il faut être gentil, c'est le service après-vente, c'est le support de votre affaire, puis c'est la moindre des choses. Comme je dis, on fait pas ça pour le fric, fait qu'on fait ça pour voilà, on est fiers de ce qu'on a fait, puis après ça, faut donner un support adéquat. Il y a rien qui me fait plus chier, puis ça fait partie maintenant d'une des affaires que je check quand je m'intéresse à un jeu. Est-ce que le designer est actif sur Board Game Geek? De quoi ça a l'air quand quelqu'un pose une question, tu sais, puis Fields of Fire, là, entre autres, avant que GMT là, reprenne ça en main avec une équipe dédiée là, qui a de l'allure, là, j'ai rien contre lui, là, mais Ben Hall, le designer de Fields of Fire, là, très 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 longtemps a été complètement absent des forums. Là. C'est un jeu qui est fucking complexe. Fait que là, chaque question, là, vous en aviez là, pour une page ou deux d'ostinage sur BGG entre des gens comme vous et moi qui interprétaient chacun la règle à leur façon. Puis au bout du compte, là, on n'avait pas de conclusion. Là. On se tapait tout ce style de thread-là sur BGG, là, puis on arrivait à la fin, là, puis souvent ça finissait comme bon, ben, gars, c'est un jeu solo, joue donc comme tu veux. Fait qu'il n'y a pas personne, c'est ton jeu, puis tu sais, c'est un jeu, dans le fond, co-op, solo. Fait que tu sais, ça dérange pas, là, puis interprète la règle comme tu veux. Et Chris, moi, j'ai pas une grosse tolérance à ça, là. Fait que quand c'est rendu là, que les règles, l'interprétation des règles est laissée au libre cours là, de Monsieur Tout le Monde là, qui est sur Board Game Geek, là, moi c'est un gros red flag puis j'ai ça. Et moi je me fais un point d'honneur pour des jeux que je design, pour des jeux que je développe, d'être là puis d'être le premier à répondre. Là. Fait que pas le dernier à répondre une fois que tout le monde s'est obstiné. Là, puis là moi j'arrive puis j'ai pitié d'eux autres là, puis je dis ah le petit peuple ne comprend pas ce que j'ai voulu mettre dans les règles, fait que je vais répondre. Non, le designer devrait quasiment être le premier à répondre là, pour vraiment clore le débat tout de suite. Puis voici la réponse d'Ati. Alright, what's next? J'ai une petite liste d'affaires un peu fourre-tout là, que j'ai pas parlé. Là, fait que c'est peut-être ça que je vais couvrir dans le prochain vidéo. Je vais voir si j'en ai assez pour faire une vidéo. Mais sinon, définitivement, on se dirige aussi vers mes histoires en détail. Prelude to Rebellion, Bayonets et Tomahawks, Prelude to Revolution. Et ça va permettre de bien asseoir tout ce qu'on a vu ensemble avec les cas réels, où est-ce que j'ai pogné du trouble, puis comment mon histoire en long et en large s'est déroulée. Manquez pas ça. À plus.